Sa conquête de la mairie de Neuilly a provoqué un véritable coup de tonnerre. Mais c'est pour son expérience du commerce international que Xerfi Canal invite aujourd'hui Jean-Christophe Fromentin. Avant de se faire un nom en politique, il a tout d'abord fondé une société de services et de conseils pour l'import-export. C'est donc un acteur très concerné par la mondialisation. Un thème auquel il consacre plusieurs chapitres dans le livre qu'il vient de publier, « Mon village dans un monde global », avec en sous-titre « La place de la France dans la mondialisation ». Jean-Christophe Fromentin, bonjour. Bonjour. Alors, l'un des thèmes majeurs de votre livre, c'est comment requalifier la France dans la mondialisation. Un thème que vous développez au moment où on voit monter de toutes parts les réflexes protectionnistes. Oui, alors je considère qu'on a une place dans la mondialisation, on peut jouer une carte dans la mondialisation, justement à l'inverse si on est ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer s'interconnecter, participer, faire valoir nos différences et nos avantages si on se protège, si on se ferme, si on se renferme. Donc mon propos est tout l'inverse, et dire attention au risque d'isolement, jouons la carte de la mondialisation, et la mondialisation nous offre toute une série d'opportunités. Alors, on va voir un petit peu vos propositions dans ce domaine, mais d'abord, je voudrais partir sur votre expérience professionnelle qui fonde un peu votre réflexion dans le domaine de l'internationalisation. Vous continuez encore aujourd'hui, parallèlement à votre fonction de maire, de diriger une entreprise, Export Entreprise, une entreprise que vous avez créée, et une entreprise qui développe des systèmes d'information pour le commerce international. Alors, expliquez-moi un peu que fait cette entreprise, et puis quelle expérience vous en avez tirée. L'expérience que j'ai développée dans le commerce international, avant de faire des systèmes d'information, elle consistait à organiser des voyages de prospection pour des PME dans le monde entier. Et cette prestation de service était distribuée par un grand groupe bancaire français, puis après par d'autres groupes à l'étranger. Et je montais jusqu'à 1500 missions de prospection par an pour des PME françaises. Vous-même? Oui, avec une équipe d'une centaine de collaborateurs et puis des correspondants à l'étranger. Et donc j'ai monté jusqu'à 50 000 rendez-vous par an, voyez, pour plein de PME dans tous les domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine de la mécanique, de l'agroalimentaire, du tourisme. Et j'ai vraiment, pendant 15 ans, voyez, fait ce métier qui consistait à prendre une PME, à regarder finalement ses avantages compétitifs et à lui dire, effectivement, vous pouvez aller aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne ou ailleurs. Mais quand on est une PME de 80, 100 personnes dans le Poitou, par exemple, comment on fait pour aller exporter aux États-Unis ? Ça m'a amené à développer, vous voyez, à regarder finalement comment on pouvait adapter, des fois marginalement, sur des petites choses d'une entreprise pour la rendre compétitive. C'est-à-dire quand une entreprise qui fait un produit, somme toute, assez banal, disait on a besoin d'aller à l'international. On ne lui disait pas il faut remettre en cause toute la boîte pour aller à l'international, mais on essayait de voir dans le service, dans l'emballage, dans le marketing du produit, dans des petites adaptations, comment elles pouvaient finalement se requalifier sur un marché. C'est ce que je développe en appelant l'adaptation compétitive, c'est-à-dire dire à des PME ne cherchez pas à tout remettre en cause, mais si vous êtes un viticulteur et si vous avez une bouteille de vin avec l'étiquette en français, pensez, si vous allez en Chine, à faire une contre-étiquette en chinois, tout simplement. Donc on n'est pas obligé d'être un grand groupe pour exporter. Non, je pense qu'au contraire, vous voyez, la mondialisation, c'est aussi un cycle économique qui s'accélère et que c'est peut-être dans la réactivité que se loge un des principes de base, un des nouveaux principes de base de la compétitivité. Mmh. Alors dans votre livre, vous dites justement sur ce point-là, pour faire face à la mondialisation, je vous cite, il faut commencer par valoriser notre patrimoine et notre culture. Alors patrimoine et culture, mondialisation, ça paraît un peu paradoxal. Ça, c'est une analyse assez claire pour moi et qui me paraît mais complètement évidente. Vous voyez, le grand risque des grandes phases de mondialisation, il y en a eu d'autres dans l'histoire, il y a eu plusieurs processus qu'on a appelés universalisation, qu'on a appelé développement, qu'on appelle maintenant mondialisation. Le grand risque de ces processus, de ces périodes, c'est un risque de lissage, un risque de gommage, vous voyez, un risque de standardisation. Et je pense qu'au contraire, vous voyez, ce qui est intéressant dans la mondialisation, c'est la mise en avant
des différences. Parce que si tout le monde est pareil, demain, si dans toutes les avenues du monde on trouve... Par exemple. Écoutez, si demain, vous voyez, moi je travaille sur des éléments de territoire, là, avec ma casquette de maire, et je dis souvent, vous voyez, si nos avenues demain sont toutes les mêmes, si un Chinois qui arrive à Paris voit une avenue à Paris qui est la même que celle qu'il voit à Shanghai, à Mumbai ou à San Francisco, c'est-à-dire la même architecture et les mêmes enseignes, il dira c'est ça la France, il dira c'est ça la vie en France. Alors, il dira, je ne peux pas m'empêcher. L'activité en France. Est-ce que la défense, c'est une erreur? Parce que la défense, ça ressemble à beaucoup d'endroits au monde. Je crois que la défense a un avenir, que si elle va chercher de l'ADN parisien, de l'ADN culturel parisien. Autrement, la défense, vous voyez, qui est fermée dans son circulaire, aura demain et a déjà les mêmes tours, faits par les mêmes architectes qui travaillent sur tous les quartiers d'affaires, et n'aura comme discours que nous sommes à une demi-heure d'un aéroport international. Si la défense se limite à ce discours extrêmement standard, la défense n'aura pas d'avantage compétitif, elle n'aura pas de singularité. Et c'est pour ça que je dis le principe de base d'une économie compétitive dans la mondialisation, c'est une économie qui est capable de garder une relation avec son territoire, avec son patrimoine, avec sa culture. Parce que si on ne fait pas ça, tous les avantages différenciateurs, toutes les singularités qui fondent aujourd'hui notre économie seront gommées, et à ce moment-là, on sera dans ce qu'a produit la crise financière ou la crise économique, c'est-à-dire dans une prévalence de l'économie au sens mécanique du terme, c'est-à-dire qui met le plus d'argent, qui a les salaires les moins chers, etc. Pour l'instant, vous avez parlé de la défense, on a parlé de Paris, une des villes les plus puissantes d'Europe, mais un mot qui revient souvent et très souvent dans votre livre, c'est le mot reterritorialisation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends cette idée, vous voyez, que si notre économie n'est pas construite sur des avantages que nous donnent les territoires, on a, est-ce que je mets ce mot à un moment, on risque d'avoir une économie apatride. Vous voyez, c'est-à-dire l'économie, l'activité économique se détache d'un territoire. Si finalement elle se nourrit plus de tout ce que ce territoire peut lui apporter, des connaissances, des savoir-faire, des paysages, une université, des cultures, etc. Si elle se détache de ça, et finalement l'économie, vous voyez, va à un moment graviter sur le territoire et puis elle va échapper au territoire. Vous pouvez nous donner des exemples concrets en dehors de Paris? Un exemple, vous voyez, j'ai mis dans mon livre et j'ai suivi le cas de Quicksilver. Vous voyez, l'entreprise de Quicksilver, qui est une grande entreprise sur les sports. Ça fait pas très territoire déjà au niveau de la marque. Vous allez voir, Quicksilver, bon, qui a un nom anglo-saxon, mais à la limite tant mieux. Vous voyez, c'est une entreprise qui a une forte culture internationale anglo-saxonne qui se dit, voilà, je dois mettre mon siège européen quelque part. Où est-ce que Quicksilver va? Elle a finalement plusieurs solutions. Elle pourrait se mettre dans un centre d'affaires, à la Défense, à Londres, ce serait peut-être encore plus pratique, à Berlin, pourquoi pas, ou ailleurs. Et finalement, elle se dit, mais voilà, j'ai une image, j'ai un savoir-faire, j'ai une culture qui est celle des sports de glisse, celle de la détente, celle d'une manière de vivre. Et elle va chercher sur le territoire, sur notre territoire, en France, ou en Europe d'abord, qu'est-ce qui incarne, quel est le territoire qui porte le plus ces valeurs. Voyez. Et elle va s'installer à Saint-Jean-de-Luz. Et elle va s'installer dans un environnement au bord de la plage, à Saint-Jean-de-Luz, avec 500 collaborateurs, 40 nationalités différentes, parce qu'elle a un territoire qui porte justement quelque chose de fort, qui porte un ADN. Donc si je vous comprends bien, il n'y a pas que le coût du travail qui compte pour reterritorialiser. Surtout pas, et surtout pas pour des économies comme les nôtres. Si nos économies parient sur le coût du travail, nos économies sont mortes et on va être dans une dépression de pire en pire. Nos économies, notre économie européenne ou notre économie française, s'est qualifiée pendant des millénaires par justement ce que ces territoires pouvaient lui fournir. Et donc, on a aujourd'hui une opportunité, c'est qu'on a une économie qui a un vrai ADN, vous voyez, qui a une vraie personnalité. On a des territoires qui ont des vrais avantages différenciateurs. Et on a, ce qui est fantastique aujourd'hui, des possibilités d'effet de levier grâce aux technologies, grâce à la globalisation. Et je crois que, vous voyez, quand vous avez... Donc il faut plonger dans notre culture et notre identité, innover à partir de ça. Moi, tous les jours dans mon métier, vous voyez, dans mes systèmes d'information sur le commerce international, je vois des milliers ou des dizaines de milliers d'utilisateurs qui ont des activités qui hier étaient extrêmement locales et qui bénéficient aujourd'hui du rayonnement de ces technologies, de la capacité de rayonnement de ces technologies pour devenir des entreprises globales sans renier ni leur territoire
et en gardant souvent même la même taille, quasiment. Et le petit fabricant de macarons au fin fond de la Lozère, par exemple, hier, sa zone de chalandise, c'était la ville de Mende, par exemple. Aujourd'hui, sans renier son modèle économique, en gardant 5 collaborateurs ou 10, il peut tout à fait faire exister son produit aux 4 coins du monde sur des places de marché, par exemple. Alors, ça, on y reviendra, les places de marché, un peu plus tard. Mais je voudrais vous rappeler quelques chiffres qui fâchent et qui sont inquiétants. En 2011, la production industrielle française n'a retrouvé que son niveau de janvier 1998. Comment peut-on réindustrialiser la France quand on est revenu autant en arrière ? Ça, c'est pas la question simple, ça. C'est une question, vous voyez, mais qui est liée, à mon avis, à cette logique de territoire. C'est que si vous avez effectivement demain une économie apatride, si vous avez une économie sur laquelle finalement le made in un territoire n'a plus de sens, à ce moment-là, on ferme la boîte tout de suite. Oui. On ferme le dossier tout de suite parce qu'on aura une économie et une industrie. Lorsque les grands organismes financiers français s'installent à Londres, à New York ou à Shanghai, c'est apatride ? Je pense qu'ils sont sur une économie complètement apatride. Alors que l'industrie, la fabrication, un produit a une identité et doit garder des racines, si c'est un produit qui a une originalité. L'autre élément, c'est les systèmes d'information. Oui, les systèmes d'information, là au niveau, au niveau grand public, les systèmes d'information, ils accélèrent les modes, ils accélèrent les tendances de consommation, ils accélèrent l'envie de consommer. Et quand vous voyez un industriel comme Zara, dans le textile, alors qu'on dit le textile, c'est complètement dévolu à l'Extrême-Orient, c'est fini, ne parlons plus de textile, vous apercevez que les plus belles marges du textile, on les fait finalement en Europe ou aux États-Unis, avec des gens comme American Apparel, avec des gens comme Zara. Et finalement, ce sont des acteurs économiques qui ont réussi à créer des nouveaux modèles qui vont au rythme de ce renouvellement. Zara fait 15 collections par an. Alors dans 15 Zara, collections, selon vous, plonge dans l'identité espagnole. Zara se nourrit en tous les cas des designers, de la mode et d'une connaissance de la consommation. Donc il n'y a pas que les hautes technologies. Non, mais les technologies peuvent être au service de cette économie traditionnelle. Vous voyez, Zara, par exemple, utilise très bien tout ce monde-là. Elle a une connaissance, les acteurs de Zara ont une connaissance de la consommation telle qu'elle prolifère dans le monde. C'est-à-dire que les Asiatiques consomment sur le mode occidental. Ça, c'est la première chose. Et la classe moyenne qui se développe en Asie se développe sur un mode opératoire proche du nôtre. Donc, première chance. On a l'historique sur ce style de consommation. 2, on a finalement tous les outils technologiques pour que sur un secteur en mutation perpétuelle, on puisse justement connecter des consommateurs et une industrie. Ensuite, le fond de gamme annuel, certes, on le fait en Asie, mais on s'aperçoit que si on veut répondre à cette vitesse de rotation de la consommation, il va falloir rapprocher l'industrie des consommateurs. Alors pourquoi n'a-t-on pas le Zara français ? On a nos Zara, oui. On en a dans notre domaine. Il y a toute une série d'entreprises qui savent construire des modèles sur le modèle de Zara. Et on doit les trouver, on doit les développer, parce qu'on a, à l'instar, et même peut-être mieux que les Espagnols, on a comme ça des patrimoines. Regardez l'industrie du luxe en France, oui, elle n'est pas disqualifiée dans le monde, bien au contraire. Et elle produit, Hermès produit à Nontron de la maroquinerie, vous voyez. Hermès, finalement... Hermès qui fait l'objet d'une tentative de rachat par un grand groupe. Oui, mais à la limite, oublions un moment, vous voyez, puisque si notre sujet est vraiment l'industrie, Hermès restera Hermès et une grande marque mondiale avec une valeur ajoutée, si Hermès sait à tout moment amener la preuve que son industrie est enracinée et que sa maroquinerie, elle le fait au fin fond de la Dordogne et que tel autre produit, elle le fait au fin fond de la Bourgogne. Vous êtes vraiment sûr que c'est fait au fin fond de la Dordogne ? Si un jour, une grande marque de luxe triche avec ça, elle n'a plus d'avenir, ou elle a un avenir extrêmement précaire. Parce que je crois que ce qui fait justement la force de notre économie durable, c'est justement cette économie qui ne triche pas avec les territoires. Si on a une filière de luxe, c'est parce qu'il y a un historique. Depuis la Renaissance, on a su construire des savoir-faire. Si on a une industrie touristique, c'est parce qu'on est dans une perpétuelle exigence par rapport à ce que nos territoires donnent en potentiel touristique. Si on a une industrie dans tous les domaines de la santé et des biotechnologies, c'est parce qu'on a
un pays qui a une culture de l'être humain aussi extrêmement forte sur la dignité de l'être humain. Et tant qu'on aura toutes ces valeurs patrimoniales, dans ces valeurs humaines, on aura forcément une exigence et une industrie qui en découlera. Si jamais on se déconnecte de ça, si on triche avec ça, à ce moment-là, effectivement, probablement on n'aura plus une économie et on sera dans un processus de standardisation Je dois vous avouer que ce que vous me dites me rend très très inquiet. Mais passons à d'autres chiffres inquiétants, sans tomber dans le pessimisme. Le déficit de notre commerce extérieur a dépassé 50 milliards d'euros en 2010. En février 2011, nous avons atteint le tréfonds historique, moins 6 milliards. Si on extrapole ces chiffres, cela va faire 75 milliards de déficit pour l'année 2011. Comment peut-on renforcer les capacités d'exportation françaises, vous d'autant plus qui avez travaillé sur ces problèmes d'exportation? Il y a plusieurs éléments. Bon, il y a une grande partie quand même du déficit qui est fait sur des éléments qui n'appartiennent pas aux PME et à l'industrie. On sait que voilà, le renchérissement de la facture pétrolière, d'un certain nombre de produits et de matières premières a un impact très fort sur ces chiffres et sur les chiffres du commerce extérieur. Néanmoins, vous voyez, je crois que un de nos soucis, un des éléments qu'on n'a pas compris, c'est que le modèle français, c'est pas le modèle allemand. On nous dit tous les jours, construisez des champions du monde à l'export comme les Allemands. Construisez des entreprises sur le modèle de ce qu'a réussi tel et tel pays. C'est pas en allant chercher des modèles qui correspondent à des structures de pays qui ne sont pas les nôtres qu'on va réussir. À la base, vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, la seule manière de sauver durablement notre position à l'international, c'est de réirriguer notre tissu économique jusqu'aux plus petites entreprises avec de la connaissance, de la culture, de l'information internationale. C'est de faire comprendre à des toutes petites entreprises comme à des plus grandes qu'elles sont dans un écosystème, dans un environnement justement complètement ouvert. Et qu'elles comprennent cet environnement, qu'elles se nourrissent aussi de toute l'innovation qu'on peut trouver dans cet environnement globalisé, et puis qu'elles recréent des modèles d'entreprise, des projets d'entreprise, qu'elles retrouvent une énergie entrepreneuriale en se nourrissant à la fois de ce que la concurrence, de ce que les nouvelles tendances peuvent leur inspirer, et puis en comprenant que vous voyez, ce discours que j'ai entendu des milliers de fois chez les institutionnels du commerce extérieur, en disant, écoute, toi, tu as une PME, vends tes produits en France, et puis quand tu seras grand, tu iras les vendre en Europe, puis quand tu seras très grand, très fort, tu iras les vendre au bout du monde. Là, tout ce modèle-là, il n'a plus aucun sens. Et il y a des toutes petites boîtes à qui il faut inoculer cette culture internationale, ces outils aussi d'information internationale, pour que le petit gars qui fait des macarons en Lozère, il n'ait pas peur d'aller se mettre sur une place de marché. Donc je reviens à quelque chose qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas obligatoirement de problème de taille critique. On dit souvent dans beaucoup de rapports économiques, on a trop peu de PME, trop peu d'entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire, on en a beaucoup moins qu'en Allemagne. C'est ça qui explique la faiblesse de notre exportation. Vous, votre message, c'est de dire même une petite entreprise peut exporter. Oui, et il faut la décomplexer complètement par rapport à ça, puisqu'on a créé ce complexe. Oui, moi, j'ai entendu pendant 15 ans où je vendais des missions export, des industriels, des patrons de PME avec des produits qui étaient tout à fait exportables, qui me disaient, mais non, quand on voit la chambre de commerce, ils nous disent, attends de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avant d'exporter. Oui, des choses qui n'ont aucun sens. Quoi. Alors que pendant ce temps, il y en a d'autres qui avançaient. Un complexe gaulois face à l'export. Et puis après, un vrai déficit. Alors là, sur lequel, à mon avis, on a des leviers à mettre en œuvre, c'est les langues étrangères. Oui. C'est-à-dire que le même chef d'entreprise qui hésitait, qui ne va pas exporter, c'est celui qui a du mal à tout simplement à lire et à s'exprimer dans la langue sur laquelle se fait le commerce international. Là, on a un vrai déficit et un vrai effort à faire. Et je le mets dans mon livre aussi. Le niveau 1 d'une reconquête de l'international, c'est d'amener une génération à une meilleure maîtrise des langues étrangères. Quand vous avez peur, quand vous vous dites si je vais à l'étranger, je ne vais rien comprendre et on ne va pas me comprendre, vous restez chez vous. Et vous avez et un entrepreneur, s'il est bon entrepreneur en France, j'en ai jamais vu aucun qui ne rêvait pas aussi, qui n'avait pas envie d'entreprendre et de développer son entreprise à l'étranger. Mais quand il y a ce protectionnisme, cette fermeture à cause des langues étrangères, vous fermez complètement, vous sclérosez complètement une économie. Alors, vous faites une proposition dans votre livre qu'on pourrait résumer, si j'ai bien compris, par le concept
Share and Connect. Hein, et cette idée, c'est de créer des plateformes Internet pour permettre aux PME d'exporter. Expliquez-nous un peu votre conception. Dans mon entreprise, on travaille on fournit des données à Alibaba, qui est la plus grande place de marché mondiale, hein, qui est le géant chinois du B2B sur les places de marché. Et depuis un certain nombre depuis 2 ans, 2-3 ans, on analyse toute la présence des entreprises européennes sur les places de marché asiatiques. Et on s'aperçoit que une des données stratégiques aujourd'hui, un des éléments stratégiques pour nos PME, c'est être dans l'écran radar des moteurs de recherche. Vous fabriquez des verres. Voilà, si demain vous n'êtes pas dans les écrans radars des moteurs de recherche, tous les acheteurs de verres dans le monde, quand ils vont chercher des verres, donc ils vont pas vous trouver. L'économie Internet peut modifier la visibilité. Donc vous devez être dans ces écrans radars. Alors comment y être? Sur votre site Internet, il faudrait dépenser des millions ou des centaines des milliers d'euros pour commencer sur des produits comme ça à être visibles. Donc le réflexe de beaucoup de PME est d'aller sur les places de marché, les grandes places de marché, où se traitent de plus en plus les achats en B2B. Et le drame, c'est que ces grandes places de marché, elles sont pour l'essentiel asiatiques. Parce que les Asiatiques sont rentrés dans le commerce international dans les années 2000, après le 11 septembre notamment, massivement, vous voyez, puisque les Américains ne voyageaient plus ou voyageaient moins, elles sont rentrées, elles ont accéléré le processus d'élaboration des places de marché. Et aujourd'hui, un pourcentage extrêmement significatif du B2B mondial se passe là-dessus. Donc le Français, il doit aller s'inscrire sur Alibaba ou une place de marché asiatique. Et il se retrouve du coup avec ses verres à côté de toutes les offres équivalentes en Asie. Et donc quand un acheteur l'a sur son écran radar au milieu de 10 Chinois, il a un véritable problème de compétitivité par les prix, puisqu'il ne peut pas faire valoir, il n'a même pas le temps de faire valoir que son verre est plus solide, mieux emballé, je ne sais pas quoi, tous les avantages qu'on pourrait imaginer. Il se retrouve directement dans une confrontation par les prix. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut reterritorialiser des places de marché B2B en ligne et que nos territoires et tous ceux qui portent une identité forte doivent demain rentrer avec leurs entreprises, au moins celles qui procèdent de cette différenciation territoriale dans qui va dans stimuler la création de ces places de marché? Qui va les financer? Et moi, je serai président de la région Bretagne. Vous voyez. La première chose que je ferai, compte tenu en plus que j'ai un mot Bretagne extrêmement fort, c'est que je montrerai la place de marché B2B sur l'agroalimentaire. Je serai la région Aquitaine, vous voyez, je montrerai avec les autres régions françaises qui produisent du vin une place de marché là-dessus. Je serai le président de la région Midi-Pyrénées, je montrerai une place de marché sur la sous-traitance aéronautique, etc. Vous voyez, je localiserai. Mais c'est de l'intervention publique, ça, tout de même. Ah oui, mais bon, les acteurs publics sont autorisés à faire du développement économique. Heureusement, et qui sont là pour aussi stimuler un tissu économique. Donc il s'agit bien de mutualiser les efforts, d'aller en ordre rangé à la conquête de l'international grâce aux nouveaux outils technologiques, en quelque sorte. Oui, pendant des années, vous voyez, beaucoup d'acteurs publics ont massivement emmené des entreprises dans des salons, ont massivement emmené des entreprises dans des grandes foires expositions, dans toute une série de choses. Voilà, aujourd'hui, le jeune acheteur de 30 ans en Chine, aux États-Unis ou au Brésil, quand il a besoin de verre, il tape verre dans sa langue sur des moteurs qui ont des systèmes d'analyse de reconnaissance sémantique multilingues, et puis il voit qui apparaît. Et donc je crois que nos territoires et nos entreprises doivent aujourd'hui travailler à territorialiser ces places de marché pour qu'on soit enfin visible et que nos entreprises, et pour autant qu'elles aient en plus une connexion légitime et forte avec leur territoire, il faut que cet ensemble soit visible dans les moteurs de recherche parce que c'est là d'où partent les requêtes sur les achats. Alors, il reste néanmoins que la France a beaucoup de grands groupes. On a d'ailleurs une des plus belles flottes mondiales de grands groupes, davantage que les Allemands. Mais la France manque cruellement de PME, d'entreprises de taille intermédiaire. D'ailleurs, les derniers chiffres qui viennent de tomber montrent que de 4 900 entreprises de taille intermédiaire avant la crise, on est tombé à 4 200 après la crise. Et dans ces 4 200, beaucoup d'entreprises, d'entreprises de services ou de distribution qui n'ont pas vocation à exporter. Comment faire pour susciter les vocations de création d'entreprises en France et repeupler la France d'entreprises? Si j'avais la solution, vous voyez. Si la solution existait, ça serait. Je crois que c'est plein de choses, vous voyez. C'est plein de choses. C'est d'abord probablement dans un processus éducatif, faire en sorte que par
des activités d'éveil, des activités plus ouvertes, des matières peut-être un peu moins académiques, on crée de l'envie. Vous voyez. On a tous créé une entreprise. Enfin, moi, j'ai créé une entreprise, non pas ce que je m'étais dit dans... Qu'est-ce qui fait qu'on crée une entreprise? À mon avis, non pas le fait de se dire « je créerai une entreprise ». Vous avez fait une école de commerce, vous avez pu rentrer dans un grand groupe. Oui, absolument. Mais parce qu'à un moment, vous dites « il y a ça à faire ». Personne n'y a pensé, j'ai une idée. Ouais. Ou ce produit, finalement, on le fait de manière banale, on pourrait faire des verres de plein de couleurs et les vendre quasiment au même prix et ça serait plus intéressant. Donc, si on ne stimule pas dès l'école, vous voyez, cet éveil qui va amener une part de rêve, qui amène une part d'émerveillement quelque part, on fait des gens qui sont formatés en mathématiques, formatés en lettres, formatés en trucs, mais pas formatés pour avoir envie de créer. Dans votre livre, j'ai noté que vous proposez un cursus spécifique de créateur d'entreprise, une sorte de grande école de création d'entreprise. Même avant, vous voyez, je pense qu'il y a tout un cheminement, tout un parcours qu'il faut créer pour amener les gens, non pas à créer pour créer, mais à avoir envie d'être créatif d'abord. Et avant de créer, d'être créatif. C'est-à-dire d'avoir de l'imagination pour l'économie et pour tout ce que justement nos territoires, notre patrimoine nous donne. On peut imaginer qu'au moment du bac, enfin juste après le bac, là on va être à la fin du bac, on dit je vais m'inscrire dans une école de création d'entreprise. Oui, où on va apprendre des métiers. Juste un chiffre, je crois que c'est 80% des PME de taille significative, donc de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont à la base des entreprises qui viennent de l'artisanat. Donc de gens qui ont eu effectivement qui ont senti les choses, qui ont eu un affectif aussi pour une activité, pour un produit, pour un savoir-faire. Et je me dis, si on a un cursus qui ne donne jamais cet émerveillement, cet affectif, on n'aura pas, on suscitera pas d'envie. Donc il faut effectivement, je crois, accompagner, d'abord par des activités d'éveil pour les plus jeunes, ensuite par des cursus où on dit aux gens, si vous avez une idée dès le lycée, on peut vous aider déjà à la mettre en œuvre, ne serait-ce que en développement des modèles comme les juniors entreprises, mais dans le lycée, pourquoi pas. Et puis ensuite, des ouvertures dans les grandes écoles sur le phénomène entrepreneurial. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que ça soit la dernière roue du carrosse. Vous le disiez tout à l'heure, c'est... le gars qui sort une grande école, c'est mon associé qui a fait l'X, vous voyez, il avait été, je me rappelle quand on avait créé la boîte, à 2 ou 3 forums de l'X devant les promotions. Et alors, c'était le gars qui avait rien compris, quoi. C'est-à-dire qu'on disait, qu'est-ce que tu fais là? Il avait été démissionnaire du corps des télécoms, il remboursait la pantoufle pour créer une entreprise avec moi. Vous voyez, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Et je me rappelle quelques mois après, quelques années plus tard, on avait été dans des grands cabinets de conseil où il y avait des flopées d'X et ils étaient tous là, rangés devant leurs ordinateurs à préparer des trucs. Et on se disait, mais très bien, ils modélisent, ils ont une activité. Mais ce n'est pas la création. Quel épanouissement personnel aussi. Ouais. Jean-Christophe Fromentin, je voudrais vous poser une dernière question. Vous êtes un créateur d'entreprise, vous gérez encore aujourd'hui une entreprise. Vous gérez aussi une mairie, Neuilly en l'occurrence, donc vous êtes aujourd'hui un homme politique. La prime salariale sur les dividendes, qu'en pensez-vous? Je vais faire une réponse très simple que j'ai fait l'autre jour dans une émission, du coup très politique. J'ai dit moi, si le président de la République veut venir gérer mon entreprise, je lui laisse bien volontiers faire l'expérience. Eh bien, proposons-lui. Jean-Christophe Fromentin, merci. Merci.